On poursuit ce Lexi Inside. On va parler de l'ordonnance relative au crédit à la consommation. Quels sont ses objectifs? Est-ce une réponse suffisante aux dérives du crédit instantané? On en parle tout de suite avec mon invitée, Sophia Schreibi, avocate au sein de 26 Bastille Avocats. Bonjour Sophia. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble de cette ordonnance relative au crédit à la consommation. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de cette ordonnance? Oui, alors pour reprendre un petit peu le contexte, c'est une ordonnance qui date de septembre 2025, qui vient de transposer en droit français une directive européenne qui date d'octobre 2023 et qui entrera en vigueur en novembre 2026. Cette ordonnance, elle a 3 objectifs principaux. La première, l'harmonisation dans le droit des États membres du droit de la consommation. Ensuite, la protection des emprunteurs en difficulté. Et enfin, la lutte efficace contre le surendettement. C'est les 3 grands objectifs de cette ordonnance. Concrètement et en application, la chose qui va être très importante, c'est le champ d'application de l'ordonnance, puisqu'on va voir intégrer à la protection du droit de la consommation des crédits à la consommation qui n'étaient pas concernés par Quel type de protection. crédit, par exemple? Par exemple, on va avoir des crédits de moins de 200 €, donc ce qu'on appelle des microcrédits, des crédits dits gratuits, des crédits de très courte durée, mais aussi les paiements échelonnés. Vous savez, c'est lorsqu'on fait un achat en ligne, on nous propose via ce qu'on appelle des BNPL de payer en plusieurs fois. Donc ces crédits-là, en l'occurrence, ce mode de financement-là sera inclus dans le champ d'application de cette ordonnance. Il y a d'autres crédits, notamment les contrats de location avec option d'achat. Ça, c'est très utilisé par les Français, notamment en matière d'automobile ou d'électroménager. Donc, il y a un champ d'application qui sera élargi et ensuite des dispositions plus précises, notamment qui vont porter sur les devoirs du prêteur. Le prêteur va notamment devoir modifier les informations précontractuelles actuellement délivrées aux consommateurs pour qu'elles soient plus claires, plus adaptées au profil et à la situation particulière des emprunteurs. Également, les prêteurs devront modifier les publicités. Donc, il va y avoir un encadrement de la publicité, une interdiction de mettre en avant le fait que le crédit est une amélioration de la situation financière des emprunteurs, comme ça peut être le cas parfois. Une interdiction également de mettre en avant les paiements différés. Donc davantage d'obligations qui pèsent sur les prêteurs. Tout à fait. Davantage d'obligations et une obligation d'analyse de la solvabilité des emprunteurs, ce qui n'était pas réellement une obligation auparavant sur les crédits à la consommation. Et c'est souvent ce qui est reproché à ces acteurs du crédit. Tout à fait, oui. Donc là, on va avoir une obligation d'analyse de la solvabilité, un renforcement en tout cas de ce cadre-là, avec notamment la consultation, ce qui n'était pas le cas, des fichiers des incidents de remboursement des crédits. Alors, c'est des contraintes qui sont plus importantes selon vous? Oui, c'est des contraintes qui sont plus importantes et c'est surtout des contraintes qui seront imposées à des acteurs qui n'étaient pas concernés auparavant. Par les dispositions du droit de la consommation. C'est les acteurs qui sont, par exemple, ceux qui permettent l'échelonnement des paiements sur Internet, c'est ça? Tout à fait, les fintechs et les BNPL, comme je vous en ai parlé précédemment. Alors, est-ce que, selon vous, ces mesures qui visent à protéger le consommateur, elles seront efficaces? Alors, c'est l'objectif, qu'elle soit efficace. Pour la lutte contre le surendettement, il faut s'intéresser aux raisons du surendettement et aux statistiques actuelles. On a une étude de la Banque de France en 2024 qui vient nous exposer le fait que les crédits à la consommation représentent plus ou moins 43% de l'endettement global des Français. C'est très important. Et d'ailleurs, ça ne prend pas en compte certains crédits qui n'étaient pas dans le champ d'application de la réglementation et qui le sont aujourd'hui, notamment les paiements différés et les microcrédits. Donc en réalité, on est à plus de 43% de représentation du crédit à la consommation dans l'endettement global des Français. Les situations d'endettement, actuellement, on peut les identifier. Il y a 3 grandes situations d'endettement. Il y a les gens les foyers français qui rencontrent des difficultés d'ordre structurel, socio-économique. Il y a des Français qui, sans nécessairement être en état de pauvreté, vont avoir des budgets limités et qui vont rencontrer des événements
notamment des pertes d'emploi. C'est 4 dossiers sur 10, la perte d'emploi dans les surendettements, qui vont... voilà, une situation de la vie qui va mettre à mal l'économie et l'équilibre budgétaire. Et ensuite, des foyers qu'on va considérer comme étant... qui a des comportements budgétaires à risque, mais ça, c'est très minoritaire. Et donc, les leviers qui sont mis en place, les leviers concrets qui sont mis en place par cette ordonnance vont effectivement aider, notamment avec des propositions, alors ça, c'est une obligation aussi pour les prêteurs, des propositions de rééchelonnement des crédits lorsque les emprunteurs se retrouvent en difficulté. C'est une nouvelle... serait un nouveau levier. Ce qui se passait, c'était quand on était au tribunal, quand on est surendetté, c'est le juge qui proposait de rééchelonner les dettes. Là, ça se passerait en amont, c'est ça? Ça se passerait en amont, tout à fait. Et donc, ces leviers-là vont avoir un effet, en tout cas, on l'espère, sur les situations de surendettement. Mais comme les raisons qui conduisent et qui amènent les situations de surendettement sont variées, ça ne sera pas suffisant. Il faudra nécessairement que ce soit accompagné de prévention socio-économique et également d'une éducation financière des Français. Donc, on a vu l'impact sur les consommateurs. Est-ce que, selon vous, les prêteurs sont prêts à intégrer ces nouvelles mesures qui sont plus contraignantes? Alors, il y a 2 types de prêteurs. On va avoir les établissements traditionnels et on va avoir les nouveaux acteurs du marché. Et l'impact ne va pas être le même et donc leur capacité à se mettre en conformité avec ces dispositions ne sera pas appréhendée de la même manière par ces différents acteurs. Pour les établissements classiques, il y a une conformité, mise en conformité. Ça va être un travail de mise en conformité parce qu'ils vont déjà avoir tout en place, mais il faudra l'adapter. Bien sûr. Il faut savoir qu'il y a un délai qui est donné. C'est quoi comme délai? Alors, on a jusqu'à novembre, le 20 novembre 2026, très exactement. Donc, il y a un délai qui a été accordé pour que tous les établissements puissent se mettre en conformité. Ça a été accordé en connaissance de cause, en se disant ça va être compliqué pour ces acteurs de tout revoir, notamment la publicité, toutes les informations précontractuelles. Il va falloir revoir les contrats, renforcer les systèmes de vérification de la solvabilité, puisqu'il y a une nouvelle obligation en la matière. Ça va surtout être très compliqué pour les nouveaux acteurs, puisque ces nouveaux acteurs n'entraient pas dans le champ de la réglementation la plupart du temps. Je pense notamment au BNPL, qui proposait les échelonnements, les paiements fractionnés. Ces crédits n'étaient pas appréhendés par le droit de la consommation. Donc, ils vont devoir mettre en place un process de création, tout simplement. Donc, pour les établissements traditionnels, il va y avoir un travail de mise en conformité. Et pour les nouveaux acteurs, ce sera réellement un travail de création. Et ça va impacter leur modèle économique. Parce que ces acteurs-là, leur stratégie marketing reposait justement sur la facilité d'accès à ces microcrédits, sur le fait qu'ils n'étaient pas appréhendés par cette réglementation. Et aujourd'hui, ils vont être soumis aux mêmes exigences de responsabilité que les plus gros établissements et les établissements traditionnels, et ça va être plus compliqué pour eux. Oui, parce que pour eux, c'est un changement de modèle. C'est un changement de modèle économique. Donc, on va voir un peu comment tout ça va se mettre en place. Ouais. Merci Sophia Schreiby. Je rappelle que vous êtes avocate au sein de 26 Bastille Avocats. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler pollution industrielle et justice environnementale.